Réunion n'avait pas connu un mois de janvier aussi arrosé depuis 2018. Entre le cyclone Bellal et la tempête tropicale Candice, le cumul des précipitations a atteint des records. 2388 mm d'eau relevés à Grand Galet, 1782 à la Plaine des Macs. Des cumuls remarquables qui masquent toutefois la situation de l'eau à La Réunion. Dans le département, 45% de l'eau du robinet provient des eaux souterraines et la moitié des usagers de l'île n'a pas accès à l'eau potable de façon permanente, à cause notamment des aléas climatiques et de la pollution. Mais le réseau est également défaillant. 38% de la précieuse ressource se perd dans la nature. Bienvenue dans Archipel. Voici La Réunion de l'eau pour tous, un documentaire d'Éric Vastio. À La Réunion, l'eau, sa distribution et sa consommation sont aussi paradoxaux que l'île est extrême. Alors que c'est un des endroits au monde où il pleut le plus et que les Réunionnais ne consomment que 400 millions de mètres cubes sur les 7 milliards qui tombent chaque année, la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable tous les jours et les agriculteurs subissent des coupures d'eau qui mettent leur production en péril. Si l'eau est moins chère qu'en métropole, sa qualité laisse à désirer, ce qui mécontente les consommateurs. Pour remédier au dysfonctionnement de l'eau, les autorités ont lancé des travaux pour mieux répartir l'eau et la potabiliser. Mais ces solutions n'arrivent-elles pas trop tard, alors que le réchauffement climatique s'intensifie ? Seront-elles suffisantes alors que la population de l'île a doublé en 50 ans ? À La Réunion, y aura-t-il de l'eau pour tous ? Pour débuter notre histoire d'eau à La Réunion, nous nous sommes rendus à l'est de l'île, là où la végétation est luxuriante toute l'année. À l'embouchure de la rivière du Mât, des femmes et des hommes s'adonnent à leur passion ancestrale, la pêche au bichic. Mais la surpêche et le braconnage ont réduit le nombre de bichics. Et la rivière coule moins fort qu'avant. Elle a été posée depuis ce matin, 8 heures. D'habitude, à cette heure-là, on a 3 ou 4 kilos. Et avant, on prenait le bichic, on ne pouvait pas vendre, tellement il y avait trop. On n'y achetait plus. Et pourquoi il y en a si peu, à votre avis ? Parce qu'avant, toutes les rivières coulaient à ce débit-là. L'autre côté, tout, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Mais là, il n'y a plus, il n'y a que là. De l'autre côté, il n'y a plus d'eau, une petite source d'eau. Avec ça qu'on l'a pris. On va rajouter avec, on va faire un petit carré pour la famille. Il y a un petit peu comme ça, on met la tomate, puis moi, les gingembre, et on va bien manger. Les bichics sont les alevins des cabots bouche ronde, des poissons de rivière qui grandissent dans l'océan. Antoine Barthelot pose sa vouve en feuilles de coco dans l'espoir d'en attraper quelques-uns. Il rentre par la gueule, là, l'entonnoir là. Et comme le lentonnoir est fait, et le bichic il reste dedans, il ne peut plus ressortir. Il ne peut plus ressortir. Pour cette lune-là, on dirait il n'y a pas trop grand-chose. Pour Antoine, qui pêche ici depuis qu'il est enfant, la disparition des bichics est due, entre autres, au manque d'eau. L'eau n'est pas abondante comme l'ancien temps. Les espèces, là, on va disparition aussi. Mais si l'humain ne comprend pas, ben, il sera perdu. Là, il y a un petit cours d'eau. Est-ce que par le passé, c'était... beaucoup plus important, bien sûr. Depuis le basculement d'eau, c'est fini. C'est fini. Ça nous a tués ici, ça. Le basculement
a consisté à répartir l'eau sur le territoire de la Réunion en prenant de l'eau à l'est, qui en a trop, pour en donner une partie à l'ouest et au sud, qui en manque. On avait beaucoup d'eau et tout le monde pouvait pêcher et tout le monde pouvait prendre un carry et faire cuire un carry. Et les pêcheurs professionnels pouvaient vendre des tonnes. Et maintenant, non. Maintenant, il n'y a plus tout ça ici. Le basculement, il y a des gens pour qui c'est important, qui avaient besoin d'eau. Est-ce que c'est Oui, quelque bien chose que sûr. vous comprenez? Oui, parce que la population y a grandi. Il faut que tout le monde y arrive à son compte. Parce qu'il faut survivre. Mais c'est le partage et voilà, c'est comme ça. On n'est pas contre le basculement d'eau parce que les gens, il faut bien Qui vivent. l'eau, qui vivent. Mais pour le bichic, c'est pas bon. On espère, voilà, que la reproduction revienne et que tout le monde sera content. Pour améliorer la situation, les responsables ont mis en place une nouvelle réglementation. Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes en train de pêcher le bichic? Ben oui. Ouais. Et alors, ça monte un peu? Non, il n'y a pas beaucoup. Je vois que vous avez 2 vouves en fibre végétale. Le diamètre, il est bon. Puisque normalement- Armand Métro est le directeur de la Fédération de pêche. Avec sa brigade d'éco-garde, il vient informer les pêcheurs amateurs des nouvelles règles du jeu. Je leur explique un petit peu la réglementation parce que c'est une réglementation qui a été mise en place au 1er janvier 2022. Elle définit des périodes de pêche et on va dire la durée également. Donc ça encadre l'activité pêche au bichic de manière globale. Dans l'arrêté de 1955, la seule interdiction c'était la lune de mars, à peu près 10 jours au mois de mars qui n'était pas respecté d'ailleurs. Mais aujourd'hui on passe d'à peu près 10 jours à 6 mois de fermeture, ce qui est extrêmement important. Je dirais que la pêche telle qu'elle s'est pratiquée est aussi un des facteurs. Après, on a aussi les prélèvements d'eau, ça engendre des baisses de débit, moins d'habitat disponible pour les espèces, donc forcément une abondance relative moins importante dans les cours d'eau. Après, effectivement, le basculement des eaux d'est en ouest a un impact sur la rivière du Mât. De là à pouvoir l'évaluer, aujourd'hui c'est compliqué. On est dans un changement et il va falloir qu'on s'adapte à ce changement surtout. Alors, le tunnel de basculement des eaux est-il vraiment responsable du manque d'eau à l'est et en partie de la disparition des bichics? Pour avoir une réponse, nous avons rencontré Amélie Navarro, la responsable de l'irrigation au sein du département. Là, vous êtes sur le centre technique de Montrepos qui se situe donc à Bois-de-Nef-Saint-Paul, donc dans l'ouest de l'île. Ce que vous voyez là, ce sont 2 réservoirs de 50 000 m3 qui en fait de l'eau stockée et qui vient de 4 prises en rivière, donc 2 à Salazie, 2 à Mafate, et qui sont collectés par des galeries souterraines, donc 30 km, donc qui arrivent par ici pour irriguer l'ouest de l'île, qui représente 4500 hectares de surface irriguée. La part la plus importante de cette eau est donc dédiée à l'agriculture. Et une autre part est destinée à la consommation. Donc ça représente 17 millions de mètres cubes pour le secteur collectivité. Et on a à peu près 150 000 habitants sur ce territoire de la côte ouest. Donc Port-Possession, Saint-Paul et 3 bassins et Saint-Leu. Pour faire venir l'eau abondante de l'est vers l'ouest très sec, un tunnel a été creusé dans la montagne. Il est si gros qu'une voiture peut passer dedans, c'est ce que nous allons faire. Achevée en 2016, cette construction a duré une trentaine d'années et coûté environ 1 milliard d'euros. Elle fait 30 km de distance, cette galerie, et on est au niveau de la galerie Mafate. Donc c'est ce qui relie la dernière prise, donc la prise en rivière des Galets, au centre technique de Montrepos à Bois-de-Nef-Saint-Paul. Là, on va faire 10 km sur les 30 km au total. C'est juste la partie carrossable. En fait, on circule sur les dalles qui sont posées sur l'eau. Ce tunnel, c'est le plus connu, le plus médiatisé. Est-ce que pour autant, c'est celui qui distribue le plus d'eau? Alors non, parce que c'est le plus récent aussi. Donc même si on a une autorisation de 97 millions de mètres cubes de prélèvement, aujourd'hui on en
prélève 30 millions, puisqu'on a encore des travaux à finaliser. Et nous avons aussi des périmètres dans le sud donc, qui captent plus d'eau aujourd'hui, de l'ordre de 60-70 millions pour le sud, et avec plus d'abonnés agricoles, plus de surface irriguée aussi. Le toit de la voiture touche presque le haut du tunnel. Mieux vaut ne pas être claustrophobe, mais rien ne peut déconcentrer la conductrice. Après avoir roulé 9 km dans ce tunnel étroit, Amélie Navarro stoppe la voiture au niveau d'une station de régulation de l'eau. Donc tout à l'heure, on était à Montrepos et vous voyez le relief de l'île de la Réunion et le tunnelier donc, qui a dû prendre ce chemin-là avec des hauteurs de sol. Ici c'est plus impressionnant. Ici, il y a près de 1000 mètres de sol au-dessus de notre galerie. Vous avez également la coupe du tunnel qu'on vient de prendre avec les dalles circulables, l'eau qui circule en dessous et donc les dimensions du tunnelier. Donc cette carte est intéressante parce qu'on voit tout le tracé de la galerie souterraine qui fait 30 km depuis Montrepos où on était tout à l'heure jusqu'à Salazie. Donc là on se situe au niveau de l'intersection. On a l'ouvrage de régulation et de sécurité PK 7-8 à ce niveau-là et on va rejoindre la prise Rivière des Galets qui est ici. La station de régulation PK 7-8 permet de contrôler l'état de l'eau et de la restituer aux besoins. Après quelques centaines de mètres, nous arrivons à la prise d'eau de la rivière des Galets, en plein cirque de Mafate. On est en plein cœur de Mafate, on est en rive gauche de la rivière des Galets, donc sur la commune de Saint-Paul. On n'est pas à l'est, on est toujours à l'ouest. Et donc l'eau que vous voyez ici est captée par notre ouvrage de captage, qui est ensuite collectée et qui est transférée au niveau de la galerie souterraine qu'on a empruntée tout à l'heure en voiture. Et donc ces ouvrages sont équipés d'une passe à poissons pour la continuité écologique de la rivière. Du côté est, du côté de la rivière du Mas, les pêcheurs de Bichic qu'on a rencontrés disent qu'il n'y a plus d'eau et c'est dû au prélèvement d'eau et donc au tunnel. Qu'est-ce que vous répondez au département à ça? On est autorisé à 97 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on en prélève 30 millions et ce n'est pas uniquement au niveau de la rivière du Mas. On a aussi une obligation de restituer un débit réservé pour assurer une continuité écologique. Et en plus, on se situe en aval des prélèvements d'eau de la commune de Salazie pour leurs administrés. Donc normalement les usages sont respectés pour l'ensemble des usagers de la rivière. Mais est-ce vraiment le cas? À La Réunion, l'eau est gérée dans sa globalité par l'Office de l'eau, une agence du département. Elle est notamment chargée du développement durable des usages et des ressources en eau. Pour son nouveau directeur, Faisal Badat, la situation de la biodiversité, et en particulier celle des poissons, est loin d'être idyllique en dépit des records de pluviométrie. La Réunion est une terre d'eau. Il pleut énormément à La Réunion, donc plus de 7 milliards de mètres cubes par an. Mais malheureusement, toute cette eau n'est pas accessible tout le temps. Il faut également regarder ce qui se passe par rapport aux pressions polluantes, et notamment la préservation de la biodiversité et de la qualité de la ressource en eau. Nous avons une île tropicale insulaire, donc une biodiversité remarquable, hotspot. Et malheureusement, aujourd'hui, les espèces piscicoles sont en déclin. Soyons clairs, il ne faut pas non plus rendre idéale la situation. Sur certains secteurs, par exemple, le respect des débits réservés ne se fait pas encore. Donc il y a tout un travail aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débit réservé, c'est la quantité d'eau qu'il faut laisser dans la rivière pour permettre le bon fonctionnement de cette rivière, dont pour les espèces piscicoles et notamment les bichiques, espèces emblématiques de la Réunion. Et effectivement, sur certains secteurs, il y a eu parfois un peu trop de prélèvements. Mais cette situation est en train de se réguler. Effectivement, aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique font que l'accès à la ressource en eau sur le secteur Est, qui naturellement était le plus arrosé, devient plus problématique. Mais on est sur une logique d'aménagement de territoire. Donc c'est l'aménagement de territoire qu'il faut aujourd'hui mettre en cohérence avec l'accès à la ressource en eau.
Au premier rang de ceux qui n'avaient pas d'eau se trouvaient les agriculteurs de l'Ouest, notamment les Cagniers. C'est le cas de Jean-Maurice Benoît, dont les terres sont à Saint-Paul. Alors, la borne d'irrigation, ils ont mis, il y a des tuyaux meilleurs qui montent de l'autre côté de mon terrain. Et ils ont mis des bornes comme ça. Ça, c'est les prix de Salazie. Jusqu'à Piton-Saint-Luc, tout ça, tout le monde est irrigué là-dessus. Voilà. Pour lui, cette arrivée d'eau a tout changé. La canne boit de l'eau en ce moment quand la coupe est terminée. On a presque pour une pluie dans l'ouest. Et on va avoir vers décembre, janvier. Mais nous, dès qu'on a fini la coupe, on commence à arroser. Là, c'est notre facture, ça gonfle un petit peu plus. Pour ces mois-là, on est obligé d'arroser parce que sinon, on va perdre la pousse pour l'année d'ensuite. Avant, on attendait la pluie arriver pour planter et pour récolter 18 mois après. On plantait la canne vers décembre, janvier. Quand les pluies arrivaient, là, on faisait la plantation. L'année qui arrivait là, on ne récoltait pas parce que c'était pas bon. Il fallait attendre 18 mois. Mais maintenant, je plante la canne novembre. L'année ensuite, la même, novembre, il y a ces 12 mois, c'est bon. Hein. Même bon. 10 mois, je fais des cannes 10 mois. Ouais. Et aujourd'hui, on a doublé notre récolte en fin de compte. Vous avez doublé la récolte? Voilà. Avant, je faisais quoi, 50, allez, des fois 60 si la pluie a eu bien tombé, tonnes par hectare. Et aujourd'hui, je monte jusqu'à 110. Autre avantage pour Jean-Maurice, en plus d'avoir de meilleures récoltes, grâce à cette arrivée d'eau, il a pu se diversifier et faire du maraîchage. Sur une île où la majorité des produits alimentaires est importée, c'est une aubaine. Là, c'est des salades, il y a des brouettes de chouchine, il y a des oignons verts, des nouvelles petites brouettes, du betterave, tout ça, on a planté. Là-bas, vous voyez, il y a de l'eau. On peut l'arroser, où ça, il n'y a pas d'eau, regarde. C'est la poussière. Voilà. On peut rien planter là-dedans. Et avant, on travaillait dans des trucs comme on attend la pluie arriver, sinon on n'en a rien, il pousse. Et aujourd'hui, avec de l'eau, voilà. Et avant le basculement de l'eau, est-ce que vous pouviez faire pousser des salades? Non, aucun maraîchage, on pouvait faire pousser ici. On faisait que de la canne, mais pas autre chose. Mais aujourd'hui, avec l'eau qui est arrivée, les agriculteurs, tout le monde, on plante, on est sûr qu'on récolte au moins. On va gagner d'argent pour payer déjà de l'eau, ce qu'on a mis dessus. Et avant, on mettait les semences, on ne gagnait rien. Hein. Ils ont emmené l'eau ici et voilà, ça a développé l'Ouest. Tout le monde est content. Mais tout le monde n'a pas accès à l'eau issue du tunnel de basculement, surtout dans les hauts de l'île. Au Tevlave, Johan Calto élève des poules pondeuses. Elles sont 10 000 réparties sur 2 hangars et elles ont besoin de beaucoup d'eau car les œufs, c'est majoritairement de l'eau. Et à 900 mètres d'altitude, Johan a uniquement accès à de l'eau potable au coût bien plus élevé. L'eau d'irrigation, on n'a pas vraiment, donc on a plutôt de l'eau de ville, donc on consomme l'eau de monsieur et madame tout le monde. Et car l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour les poules, et pour les œufs surtout. Donc le manque d'eau chez nous, c'est une problématique. Dans une zone pluviale, normalement on doit avoir de l'eau tout le temps. Malheureusement, au moins 4 mois dans l'année, au fil du temps, moins on a d'eau, quoi. On peut voir si les poules elles boivent la quantité nécessaire et s'il n'y a pas, surtout il n'y a pas de fuite d'eau non plus. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elles ont consommé 717 litres d'eau, soit 144 millilitres d'eau par poule. Tous les jours, on regarde si la consommation elle est bonne, comme on compte les œufs, comme on regarde aussi la consommation d'aliments. Donc c'est vraiment la gestion de l'élevage qui nous impose. Il suffit qu'il y ait une journée sans eau, on a
Pendant 15 jours, 1 mois, on n'a plus d'œufs. Est-ce que ça arrive? C'est déjà arrivé, oui. D'où la ponte a vraiment chuté de plus de 80%. Les poules consomment 1200 litres d'eau par jour, si bien que la réserve d'eau de Johan ne dure pas très longtemps. Actuellement, sur cette production-là, on est sur une réserve de 5000 litres d'eau. Ça nous fait une réserve sur 4 jours, pas plus. Donc, si on n'a qu'une coupure d'une journée ou deux, ça va. Mais si ça part sur 1 mois, là, on est vraiment fichu. Le réservoir d'eau de Johan est bien petit comparé au hangar. Ce réservoir donc, il permet d'avoir une réserve de 5 jours, environ 4 à 5 jours, pour un poulailler. Et vous vous en servez souvent? Elle est ouverte en permanence, au cas où s'il y a une coupure d'eau, donc d'être réalimenté à chaque fois. C'est pas suffisant, 4 jours de réserve. Du tout, car cette année, pendant 4 mois, ça fermé, qui ne me permettait pas vraiment d'être rassuré si est-ce que les poules vont avoir vraiment de l'eau ou pas. D'autant que l'eau ne peut pas être stockée très longtemps, car il risque de s'y développer des bactéries rapidement. En dépit des aides départementales, régionales et européennes, la solution idéale n'a pas encore été trouvée. La mairie, elle vous aide? Oui, la mairie des Avirons, donc elle nous aide s'il y a un problème vraiment, donc pour prendre sur les bouches d'incendie. Je pense qu'il faudrait mettre vraiment en valeur notre île qui a quand même pas mal de pluie qui tombe et d'essayer de trouver une solution à côté de ça. Moi, je pense plutôt soit une retenue collinaire, vraiment qui nous aiderait là-dessus, ou sinon un barrage qui permettrait de capter l'eau à chaque fois qu'il y a des grosses pluies. Retenir l'eau de pluie dans les hauts, comme le préconise Johan, est sûrement une meilleure solution que de la faire remonter depuis les bas où elle s'est écoulée. Encore faut-il être équipé. À la plaine des Cafres, à 1800 mètres d'altitude, Sabrina Nandjan, Didier et Jean-René Reneville vivent du maraîchage. Avec la raréfaction des pluies, ils ont de plus en plus besoin d'avoir un accès à l'irrigation. Chez nous, la culture principale, c'est la pomme de terre. Ils nous viennent planter là, il fait quoi? Une vingtaine de jours. La terre, là, elle m'a l'air un petit peu sèche. C'est normal? Oui, oui. Pour la période, on va dire que c'est normal. C'est poudreux, on voit bien la poussière qui s'évapore. Ouais. Septembre, octobre, c'est malheureusement les conditions dans lesquelles on est, on va dire, toutes les années. Comment est-ce que la graine, elle va réagir dans une terre aussi sèche? Il faudra l'aider, hein. Il faudra ramener de l'eau, ça c'est sûr. Il faudra irriguer pour qu'elle germe, en fait, cette pomme de terre, cette semence. Parce que la levée est vraiment important. Après, on peut diminuer, on oui, peut. Oui. Après, c'est sûr qu'on ne va pas mettre de l'eau tous les jours, hein, parce que le prix qui coûte, il devient de plus en plus compliqué le problème de l'eau ici chez nous. Si on remonte 20 ans en arrière, il pleuvait beaucoup mieux. Après, sur 20 ans en arrière, par exemple, il y avait beaucoup plus de forêts. Maintenant, la fin des bois est tellement partout, fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de pluie. La famille Reneville utilise l'eau de la retenue collinaire du Piton Marcellin de 350 000 m3. L'eau est partagée avec de nombreux autres agriculteurs. Cette année, on a eu un courrier de la mairie pour nous prévenir que ça allait être difficile et de prendre des précautions et de faire des réserves justement en eau parce que la retenue Piton-Marcellin, ça va peut-être pas forcément tenir jusqu'à la fin d'année, quoi. Le niveau des retenues était au plus bas, quoi. Donc on a été avertis quand même. Mais il y a tellement d'abonnés sur ces retenues-là, ils utilisent tellement de l'eau, fait que l'eau il descend tellement vite, on n'a plus longtemps. Voilà. Et le pire, c'est que c'est à partir de là que normalement les gens ils commencent à consommer de l'eau du Piton. Plus consommer encore. Là, on est début septembre, fin septembre ou peut-être début octobre. A priori, il n'y aura plus d'eau dedans. Oui. Comment ça se passe pour les mois jusqu'à la saison des pluies? Il n'y aura plus d'eau. Ça, qu'on a d'autres systèmes d'irrigation. Voilà, comme nous, on a l'eau potable ou la retenue, c'est bon. Mais ça qui compte que sur la retenue de Piton-Marcellin, ils n'arroseront plus. Dans ces cas, il ne vaut mieux pas planter du tout. Alors, Sabrina et sa famille essaient d'économiser l'eau comme ils peuvent.
ils utilisent la micro-aspersion pour irriguer leur terrain. Surtout, il faut éviter le gaspillage. Il faut juste donner la quantité qu'il faut. Il faut jouer sur les heures Ouais, en ouais. fait. Je veux dire, on va pas peut-être arroser en plein soleil la journée, on va favoriser plutôt le soir, là où le soleil, je veux dire, la température est un peu plus fraîche pour que la nuit, ça tient plus frais, quoi. Comme d'autres agriculteurs, ils ont pu bénéficier d'un plan de réhabilitation des retenues collinaires individuelles. En fait, elle a été réhabilitée en 2021. Il y avait même des arbres à l'intérieur, hein. Je veux dire, il y avait plus rien, quoi. Il y avait, vous voyez, des morceaux de bâche et il fallait tout refaire, quoi. Donc, Et ça a un coût. Ah oui. Ouais. Ce que j'ai payé, c'est vraiment minime, quoi, comparé à ce que ça m'apporte. D'ailleurs, je pense que, allez, 90% des agriculteurs de la plaine des Cafes l'ont fait, quoi, parce que c'était une opportunité unique, quoi. Je veux dire, déjà, ça rapporte de la valeur à l'exploitation, au terrain, et puis c'est une ressource dont on a besoin absolument. Donc il n'y a pas d'inquiétude concernant le futur sur l'irrigation? Ah si, toujours. Toujours. Ça, c'est une inquiétude qui est là et qui part pas, parce que justement, on a la retenue Piton-Marcelin, mais il y a l'année dernière, il y a eu une casse, quoi. C'est-à-dire en plein mois de septembre-octobre. Donc c'était le moment où on en avait plus besoin. Et la pièce, je crois que ça a pris énormément de temps pour arriver. Hein. 4 mois sans je veux dire, on a eu l'eau l'année après. La casse des canalisations dont parle Sabrina est un problème récurrent à La Réunion. Des sociétés privées sont chargées, par délégation de services publics, de les réparer. Au tampon, l'Assise est un des opérateurs de l'eau sur l'île. Elle possède des bureaux discrets mais stratégiques. C'est ici que Cindy Lebon surveille la distribution de l'eau, visible sur les tableaux du centre de pilotage opérationnel. Tu peux vous montrer les synoptiques de Cassud, juste pour voir le niveau des réservoirs de la chaîne de la Crête. Elle connaît parfaitement la problématique de l'eau sur l'île. Voilà, 2,30 m à 10h22. On nous tient quand même. Hein. On regarde les niveaux des réservoirs. On a toute une chaîne de pompage qui a été sensible avec des niveaux bas la semaine dernière. Donc on a eu une forte consommation de par le fait qu'il y a des agriculteurs qui ont besoin de plus d'eau en cette période. Donc on a encore du débit à récupérer. Donc il y aura encore des fermetures programmées pour cette semaine. Et on l'espère qu'avec les fermetures, on peut réalimenter tout le monde correctement dans les prochains jours. Quand vous dites fermeture, c'est quoi exactement? C'est une fermeture de la distribution. C'est que les gens n'auront pas d'eau sur une période, donc la nuit, dans ce cas précis. Donc de 21h jusqu'à 5h du matin, ils n'auront pas d'eau. Ils seront privés d'eau pour pouvoir permettre au réservoir de se remplir. D'accord. Mais c'est de l'eau pour les agriculteurs? C'est de l'eau potable, donc oui, c'est de l'eau potable, donc pas que pour les agriculteurs, mais destinée aussi aux particuliers. Cindy Lebon planifie également l'intervention des équipes d'entretien et de réparation d'eau potable sur le terrain. Dans le sud de La Réunion, à Saint-Joseph, Aris Paous s'occupe d'une intervention en souffrance depuis quelque temps. Nous intervenons pour réparer la fuite et on va pas seulement réparer, mais du coup on va carrément renouveler le branchement. Il y a tellement de fuites sur les réseaux, chacun son tour. Vous avez signalé combien de temps avant? Ils ont bien 4 mois. 4 mois? Une opération importante, car le rendement moyen de la distribution n'est ici que de 60%, si bien que 40% de l'eau se perd en cours de route. Dans mon service, j'ai 2 équipes complètement dédiées à la réparation, donc on peut faire en moyenne 3 fuites par jour par équipe, donc il y en a pas mal. C'est un réseau qui a en moyenne 45 ans, qui était posé avec les normes d'époque, réseau vieillissant, donc on a de plus en plus de fuites. Un réseau à renouveler, pour vous pensez que vous allez avoir du boulot pendant combien d'années encore? On est sur un contrat de 10 ans. Dans le cas de notre commune, on a à peu près 450 km de réseau.
Donc entre le moment où on commence à renouveler d'un point à l'autre, c'est un travail permanent en fait. Peu importe la commune, mais il faudra refaire les réseaux au fur et à mesure. Les populations vont continuer à se développer. Donc il y aura une adaptation automatiquement au fil des années sur la plupart des réseaux. L'un des techniciens prend en photo les travaux effectués pour qu'ils soient traités au centre de pilotage du tampon. Pour remplacer les canalisations sans faire trop de dégâts dans les installations, la CIS utilise une imagerie 3D qui lui permet de savoir où passent exactement les canalisations. Donc là, ça doit être un câble, ça, c'est un câble électrique, je pense. Jérémy Guiraud est responsable du back-office au centre de pilotage. Mais on donne un appareil photo géoréférencé à nos gars et on leur donne la méthodologie. Ils passent dessus, ils font le tour de la fouille en fait, comme ça, en tenant le téléphone par-dessus la fouille. Et alors à quoi ça sert? C'est un gain de temps incroyable pour mettre à jour les plans et surtout ça nous permet de recaler la canalisation puisqu'en fait la canalisation dans nos plans elle est potentiellement décalée de 10 ou 15 mètres. Et donc à partir du moment où on géoréférence ce branchement correctement, mais la canalisation, on vient la remettre exactement à son endroit précis. Donc là, on voit les coordonnées X, Y et Z, là également, et ça permet de connaître la profondeur de la canalisation. Donc on doit avoir géoréférencé tous les réseaux d'eau potable et d'assainissement de notre secteur en 2026. Donc ça représente 2500 km d'eau potable et 500 km d'assainissement à peu près. Ce qui permettra des interventions plus rapides. Mais la distribution de l'eau connaît ici des contraintes bien particulières liées au relief montagneux de l'île. Le profil de la Réunion est très escarpé, on a des dénivelés très importants. On va parfois prélever de l'eau à proximité de l'océan et le remonter à des altitudes importantes comme par exemple à la plaine des Cafres à 1800 mètres d'altitude. De ce fait, il nous faut énormément d'électricité pour faire tourner nos pompes et remonter l'eau à ces altitudes-là. Et comme un mètre cube d'eau pèse 1 tonne et qu'il faut remonter des milliers de mètres cubes, le bilan énergétique est très lourd. Chez nous, c'est une contrainte à la fois financière et éthique. Ici, l'électricité est très carbonée. Donc forcément, on a besoin d'énormément d'électricité pour pomper l'eau. Et donc notre bilan carbone n'est pas très très bon. Ces dépenses énergétiques liées à la topographie représentent 10 millions d'euros de charges supplémentaires. Pour le directeur de la CIS, Alexandre Lester, qui a de l'expérience dans la gestion des opérateurs d'eau, ces charges ont une répercussion sur le prix de l'eau. Ok, ça marche. Tout ça, ça pourrait être un peu anxiogène pour la population parce que ça peut peser sur la facture. Parallèlement, il faut une prise de conscience de la population réunionnaise pour qu'elle consomme, je dirais, de façon plus raisonnée, puisque globalement, un Réunionnais consomme 1,7 fois, 1,8 plus qu'un métropolitain, lié à des usages, des pratiques, qu'il faut aujourd'hui, en mon avis, faire changer, pour que globalement, finalement, le prix du mètre cube, si vous m'avez bien suivi, va continuer à augmenter, mais globalement, en maîtrisant un peu mieux sa consommation, la facture globale ne sera pas forcément plus chère. Limiter sa consommation est une solution de bon sens pour réduire les coûts. Mais que se passe-t-il lorsque l'eau du robinet n'est soudain plus potable? Dans sa cage de Sainte-Marie, René Guédama a trouvé des solutions pour boire de l'eau sans tomber malade. Mais elles ont un impact sur sa facture. Elle est comment l'eau aujourd'hui? Elle a l'air d'être claire, d'être limpide, contrairement à il y a quelques jours de ça, où ça avait vraiment la couleur de tisane ou d'eau de café, on ne savait pas trop. Et ça ressemble à ça, si on laisse décanter l'eau quelques jours, voilà ce qu'on peut avoir dans le fond des bouteilles et tout. Donc on nous sert ça, cette eau, on nous dit qu'elle n'est pas consommable pendant quelques jours, mais après on n'a plus de nouvelles. Mais l'eau en elle-même, est-ce qu'elle est toujours consommable? Est-ce qu'elle est potable? Est-ce qu'elle est... voilà. Ou alors elle est impropre à notre consommation? On ne sait pas. Pour réussir à boire de l'eau du robinet, René a investi dans un filtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau, même filtrée, donc elle est à consommer de suite.
Parce que le lendemain, on sent bien qu'il y a un petit goût particulier qui ne devrait pas normalement avoir dans l'eau. Donc voilà, donc c'est pour ça que la méfiance, elle est toujours là, dans cette eau. C'est à chaque fois qu'il y a vraiment de fortes pluies, on peut être amené pendant le mois de janvier à avoir 5-6 fois ce phénomène. Et qu'on nous dit l'eau n'est pas consommable, donc il vaut mieux faire tout ce qui est lessive, etc., et de ne pas le consommer pour la cuisine, pour la boire. Oui, mais comment les gens font? Comment on fait? Mais notre facture, elle n'évolue pas, hein, elle ne change pas. On fait attention. Et ces factures peuvent facilement augmenter, surtout s'il faut acheter en plus de l'eau en bouteille. Après cette période qu'on vient de rencontrer là avec Belal, là le pack d'eau il est presque doublé. Mais au lieu d'aller en grande surface, là ça entraîne encore les frais pour l'essence, etc. Voilà, on a une double peine avec 6 litres d'eau, 6 bouteilles d'eau à presque 6 €. Donc ça revient quand même très cher, oui. Comme il pleut avec les mauvais temps qu'on a eu, les gens il ne reste que de l'eau. Malheureusement, on n'a pas assez de livraison. Des fois, il n'y a pas. Aujourd'hui, on a reçu ce matin. D'ici demain, il n'y a plus. Pour rattraper ce retard structurel, les collectivités, qui ont la responsabilité de fournir de l'eau potable à la population, délèguent la construction d'usines de potabilisation. L'autre opérateur de l'eau sur l'île, Runeo, vient juste de terminer l'usine de Dassy à Saint-Pierre. Ce tuyau, c'est le tuyau d'arrivée d'eau brute qui vient directement du bras de la plaine, qu'on va traiter ensuite dans l'usine. Emmanuel Nerbar gère l'usine de Runeo. Il est accompagné d'Émilie Periana-Yagom qui travaille pour la Civis, la communauté intercommunale des villes solidaires qui a commandité cette construction. L'eau potable, elle a deux origines. Donc, elle a une origine souterraine, donc il y a des forages où la qualité de l'eau est souvent meilleure en fait que l'eau superficielle, qui est de l'eau en fait qui circule dans les ravines, dans les rivières, qui donc charrie beaucoup de matériaux, de particules en suspension quand il pleut. Et donc les usines de traitement d'eau potable, en fait, elles permettent de potabiliser cette eau. Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres usines comme ça qui vont apparaître sur le territoire? Ah oui, alors c'est vrai qu'avec les services de l'État, on est mis en demeure de potabiliser toutes nos eaux superficielles. Ça fait suite en fait au constat qu'à l'île de la Réunion, un habitant sur deux est alimenté par une eau qui peut présenter des dégradations de qualité à certaines périodes de l'année. On ne peut pas mettre juste du chlore? Non, ça c'est ce qu'on faisait avant, mais c'est plus réglementaire. C'est des questions de santé. C'est la première étape de pré-traitement de l'usine. On fait passer l'eau au travers d'un lit de charbon. Le charbon retient la matière organique en fait dans l'eau, celle qui est en suspension. On a notamment par exemple le problème des nitrates qu'on retrouve soit à cause des intrants ou du fait des assainissements non collectifs, des fosses septiques en fait qui peuvent être défectueuses. Et si les agriculteurs utilisaient moins d'intrants, est-ce qu'il y aurait moins de travail pour vous à faire? Alors sur certaines ressources, je dirais oui, mais qu'on a des valeurs en atrazine, qui est en fait un herbicide qui était utilisé sur l'agriculture de la canne, mais qui n'est plus utilisé depuis une vingtaine d'années et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les analyses d'eau. Donc c'est vrai que s'il y a une réduction de tous ces intrants agricoles, il y aura forcément effectivement des traitements qui seront amoindris à faire en tout cas sur l'eau. Donc aujourd'hui, par exemple sur le site de la Salette, on essaye de faire une dilution de l'eau donc pour abaisser la concentration ou sinon d'alimenter par une autre ressource le temps effectivement que ces concentrations diminuent. Et pour lutter contre ces dégradations de la qualité de l'eau, l'usine de Dassy a utilisé une technologie de pointe, l'ultrafiltration. Là vous voyez les petites pailles, c'est les pailles où se passe la filtration. Donc, ces pailles-là, ils ont des pores 8000 fois plus petits qu'un brin de cheveux. Donc l'eau passe par ce procédé-là. Cette usine traite 24 000 mètres cubes d'eau par jour, prête à être consommée. Et l'eau, elle arrive donc? Ici, au robinet. D'accord. Là, l'eau, elle est directement potable? Elle est potable. Elle est potable, on a confiance en l'ultrafiltration. Vous n'allez pas dire qu'elle n'est pas bonne en même temps? Non. On a fait un investissement de 30 millions d'euros, donc il faut quand même que l'eau ait un bon goût et elle soit de qualité en sortie. Vous êtes de bons vendeurs. Souvent, l'eau potable est utilisée pour l'irrigation des espaces verts dans les villes. C'est le cas au port, dans le nord-ouest,
Une ville située dans la zone la plus chaude de l'île, là où il pleut le moins. Faouzia Nassor est la directrice des infrastructures de la ville. Avec ses collègues, elle inspecte les travaux en cours sur le Maï Oasis, un réaménagement destiné à apporter un peu de fraîcheur. Précédemment, c'était des allées piétonnes et un parterre planté de gazon. Donc là, on est parti sur un aménagement un petit peu plus végétalisé, avec une palette végétale qui met à l'honneur des espèces indigènes, endémiques quand ça a été possible. L'intérêt de cette végétalisation, c'était d'améliorer la perméabilité du sol. Et surtout, contrairement à des pelouses, on est sur une consommation d'eau qui est un peu moindre. On va encore arroser 6-8 mois pour permettre à la végétation de bien s'enraciner sur cet espace. Et à terme, c'est un espace qui devrait être un peu moins consommateur d'eau que des espaces plus classiques engazonnés. D'accord. Pour le moment, cette irrigation, elle se fait avec de l'eau... C'est l'eau potable du réseau et donc c'est de l'eau qu'on a pris au milieu naturel. Donc l'enjeu à terme, c'est de diminuer la sollicitation des ressources naturelles. Pour réduire encore plus la consommation d'eau, la ville du port imagine d'utiliser l'eau issue des stations d'épuration pour irriguer ces espaces verts. Faouzia espère une évolution rapide de la réglementation française. Aujourd'hui, déjà, en sortie de station d'épuration, on a de l'eau, alors c'est un peu technique, mais c'est de l'eau qualité de baignade. Ce que nous demande la réglementation, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le traitement. On a mis en œuvre des pilotes qui prouvent l'innocuité de cette ressource. Aujourd'hui, la réglementation est encore un peu frileuse sur l'irrigation des espaces verts ouverts au public. On attend avec beaucoup d'impatience les arrêtés que le gouvernement doit publier pour voir si on peut enfin y aller. En attendant que l'État prenne sa décision, d'autres œuvrent à la préservation de l'eau. Aux Avirons, Raymond Lucas est un tisaneur respecté, un zarboutan. De son observation sur le long terme, ce naturaliste estime que si les nappes phréatiques se rechargent moins que par le passé, c'est en partie à cause des cryptomérias, des arbres importés. Je suis, comme on dit chez nous, un yab, un paysan qui observe et il fait des constats. Le constat que je fais sur l'eau aux Avirons, c'est que les Avirons étaient une ville d'eau à l'époque de mon enfance. Beaucoup de sources, de l'eau limpide. Les Avirons, par une source du Tevlav qui s'appelle le Bradjan, alimentaient la commune des Avirons, la commune de l'Étang Salé, la commune de Saint-Leu, la commune des Trois-Bassins, et l'eau des Avirons arrivait jusqu'à Savannah à Saint-Paul. Aujourd'hui, en 2023, voilà que les Avirons est contraint de pomper l'eau de la nappe phréatique en basse altitude. L'eau est pompée du sol, l'eau remonte vers des réservoirs, un à peu près à 400-500 mètres d'altitude, un autre un peu plus haut, et un autre qui arrive jusqu'au Tevlav. Et c'est là qu'il y a le traitement de l'eau pour redistribuer. Le bon sens populaire voudrait que l'eau, il descend naturellement. Là, on le fait monter à coup de pompe, à coup de gaspillage d'énergie, pour pouvoir le faire redescendre et donner à la population. C'est un drame. Raymond Lucas nous emmène quelques centaines de mètres plus haut dans la montagne, là où les plantes endémiques de l'île tentent de survivre au milieu des cryptomérias plantés dans les années 50. Regarde-moi ça. Regarde ce système racinaire. Le sol, il est sec dessous, hein? Alors qu'on est au Tevlav, on devrait avoir un sol beaucoup plus humide. Tous les tuyaux racinaires qu'il a, qui va pomper l'eau, et il peut consommer jusqu'à 500 litres d'eau en 24 heures. Imaginez-vous le grand besoin en eau de toutes les autres espèces vivantes, que ce soit faune ou flore,
lui, il assèche le sol. C'est dangereux pour notre île d'avoir introduit cette espèce. Je dirais très loin, et là je suis dur, c'est un crime contre l'environnement, contre un environnement originel. Et donc le cryptoméria les détruit. Le cryptoméria les empêche de vivre, comme demain le cryptoméria va nous empêcher, nous, les humains, de vivre parce qu'il nous prive de l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Passionné par les plantes originaires de l'île, Raymond Lucas nous montre une clairière où les plantes indigènes poussent encore. Là, c'est des orchidées qui naissent, voilà, des petites orchidées qui vont fleurir au mois prochain. C'est extraordinaire, ils sont encore là. C'est merveilleux comme tableau. On est à la frontière de deux mondes. Ici, il y a encore la vie, des orchidées qui naissent, la mousse qui couvre le sol et qui vit. Donc il y a là la respiration, il y a la vie et transmettre la vie. Les cryptomérias sont de l'autre rive où il y a un silence de mort. Et ici, si on avait la chance de pénétrer là-dedans, on retrouvera toute la faune, on retrouvera les insectes, mais surtout on retrouve une diversité d'espèces. Là devant moi, je vois le petit tamarin, je vois le bois de tambour, je vois le mao et plusieurs espèces de mao. C'est merveilleux, je vois du bois de souas, je vois le bois de négresse par ici, je vois le fangeon, le cyathea endémique de la Réunion, plein d'espèces endémiques qui se sont installées là sur cette île. Qui dit endémique, dit unique au monde dans la zone géographique. Qui dit endémique est un trésor végétal pour la nation. Ce qui frappe dans cette forêt endémique, c'est de trouver de l'eau un peu partout, ce qui n'est pas le cas dans la forêt de Cryptoméria. Pour Raymond Lucas, cette forêt originelle favorise les pluies sur l'île grâce au grand cycle de l'eau. Au point de vue d'humidité, ce sont des forêts denses. Avec la fraîcheur de la nuit, les petits nuages qui passaient, il y a eu condensation et il y a eu de l'eau qui se sont posées sur les tiges, sur les feuilles. Lorsque le soleil arrive le matin, chauffé, ces gouttes d'eau s'évaporent. Et là, le cycle, condensation, évaporation, condensation, évaporation s'installe, des nuages se forment et la pluie arrive. C'est pour cela que la Réunion était une zone où le taux de pluviométrie était malheureusement très fort. Aujourd'hui, nous commençons à souffrir de manque d'eau et de manque de pluie. C'est la faute de l'homme. La préservation des forêts originelles est primordiale pour que la pluie tombe. Olivier Klein et Joe Minacci en sont convaincus, c'est même leur combat. Ils ont fondé une association qui intervient à la plaine des Palmistes. Une forêt primaire, c'est la chose la plus équilibrée qui puisse exister. Si l'homme un jour essaie de vouloir la reproduire, il n'y arrivera pas. Là, il y a une âme, il y a une histoire, il y a une vie. Et eux, ils savent quoi faire et ils savent quelle quantité d'eau il leur faut. On est à la plaine des Palmistes. Voilà, on est orienté plein est. Ça a son importance parce qu'on pense que ce lieu, c'est l'origine de l'île en fait. On pense, à notre échelle, que les premières graines qui sont arrivées de l'extérieur par la mer, elles sont arrivées ici. La première côte était là. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui que cette forêt dans laquelle on travaille, on retrouve des spécimens de pieds de bois qui sont juste exceptionnels, avec des espèces uniques au monde. Et c'est particulièrement ici qu'on s'attache à faire notre travail. Voilà. En prendre soin, en la nettoyant, en enlevant les espèces exotiques envahissantes. Leur association, Plantali,
s'est donné pour mission d'arracher les plantes invasives, que sont les jeunes pousses de Cryptomeria, de la forêt endémique. Ce que j'ai dans la main s'appelle une sépette. Voilà, un outil pour nous qui est... c'est une arme fatale, quoi. Voilà, on pourrait penser qu'il faut qu'on soit mécanisé à outrance. Voilà. Je fais le distinguo entre l'exotique qu'il faut enlever et l'indigène qu'on doit laisser. Voilà. On est sur une zone où il y a énormément de régénération. Il y a compétition entre ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder. Donc il faut avoir l'œil et savoir quoi retirer. Voilà. Dominique Houdin, le directeur du Conservatoire botanique national, vient soutenir Joe et Olivier. Vous êtes en plein de travail là? Bah oui, comme d'habitude. C'est vraiment chirurgical. Hein. Là, c'est minutieux. Hein. On parle beaucoup de dérèglement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, une forêt monospécifique comme du Cryptomeria, elle pose plus de problèmes qu'une forêt de bois de couleur? Aujourd'hui, on a des éléments de réponse. On a des estimations de captation du CO2. Il faut aussi qu'on prenne en compte toute la dimension de l'impact sur la ressource en eau. Avec une forêt monospécifique, une forêt d'exploitation, eh ben on ne pourra pas vivre sur cette île. On a par exemple ici des forêts qui sont ce qu'on appelle les forêts de nuages, qui sont particulièrement intéressantes aussi en termes hydrologiques, parce qu'elles captent l'humidité de l'air. Il y a près de 20% de l'humidité de l'air qui est captée par cette forêt et qui est ensuite réintégrée dans le sol, et ça vient contribuer au système hydrologique de la Réunion. Donc c'est une question de vie ou de mort, même pour l'espèce humaine, d'avoir des forêts qui fonctionnent et qu'on retrouve une forêt qui soit un écosystème tel qu'il était à l'origine. La Réunion, c'est une île incroyable. Il y a encore de la forêt primaire. En Europe, il n'y a plus de forêt primaire. Préserver la forêt originelle de la Réunion semble être une bonne piste pour retenir l'eau de pluie. Mais il reste encore beaucoup d'investissements et de travail avant que l'île rattrape son retard structurel. Des aménagements sont en cours pour que l'eau se perde moins, pour que les agriculteurs puissent irriguer dans les hauts comme dans les bas, pour que tous les consommateurs d'eau puissent en profiter sans coupure et qu'il y ait vraiment de l'eau pour tous à La Réunion.